Imagine un pays qui s'effondre en 6 semaines, une armée autrefois victorieuse qui fuit sur des routes noircies de civils, un gouvernement qui perd la voix au moment précis où l'histoire hurle. Maintenant, imaginez qu'un homme, presque oublié aujourd'hui, ait passé toute sa vie à tenter d'empêcher exactement ce désastre. Et qu'il ait échoué à quelques années près, cet homme c'est André Tardieu. Pour comprendre pourquoi son nom ne figure pas dans les manuels à côté de Clémenceau ou de Gaulle, il faut remonter très loin en 1960 arrière, à une date qui ressemble à un compte à rebours, 22 septembre 1876. Ce jour-là, dans un Paris encore hanté par la défaite de 1870, naît un enfant à qui l'histoire va confier une mission impossible. Sauver la France d'une deuxième catastrophe allemande. Il ne le sait pas encore, mais à partir de son premier cri, un sablier invisible commence à s'écouler. Il lui reste moins de 70 ans pour comprendre l'ennemi, convaincre son propre pays et affronter un rival qui incarnera la vision exactement opposée de la France, Aristide Briand. Paris, fin du 19e siècle. Les silhouettes en haut de forme se croisent avec des ouvriers en sabots. Les omnibus à chevaux slalomant entre les premières automobiles. La Troisième République vient à peine de s'installer. Encore fragile, encore contestée. Dans un appartement sans luxe mais sans misère, rue d'une capitale qui s'étire et s'industrialise. Le jeune André grandit dans un monde fissuré par un traumatisme que les adultes n'osent pas toujours nommer. Sedan, la débâcle, l'Alsace-Lorraine perdue. À la maison, on ne parle pas de gloire impériale, on parle de revanche, de dignité, de frontières mutilées. Sur les murs, au lieu de paysages bucoliques, ce sont parfois des cartes de l'Europe, avec au nord-est cette entaille rouge qui brûle les pupilles, les provinces perdues. Pour un enfant curieux, c'est plus qu'un décor, c'est une blessure permanente qui va devenir une obsession froide et méthodique. Là où d'autres rêvent de voyage, André rêve de traités, de négociations, de lignes tracées au millimètre près sur les atlas. Au lycée, le garçon taciturne se révèle redoutable. Il ne brille pas par le bruit, mais par la précision. Il lit tout, retient tout. Les professeurs, souvent d'anciens républicains marqués par la Commune et la guerre de 1870, repèrent vite ce regard qui ne lâche jamais le tableau, cette façon de poser des questions trop adultes pour un adolescent. Quand on aborde Bismarck, André se penche en avant, crayon crispé. Ce chancelier prussien qui a dépecé la France devient pour lui un fantôme familier. Il apprend l'allemand avec un mélange de haine et de fascination. Connaître la langue de l'ennemi, ce n'est pas une coquetterie, c'est une arme. Dans les cours de rhétorique, il découvre autre chose, le pouvoir des mots. Un discours bien mené peut exciter une foule, rassurer un parlement, humilier un adversaire. Là, dans ces salles de classe aux bancs usés, se forgent les deux outils qui feront d'André Tardieu un personnage à part de la Troisième République, une obsession géopolitique et une maîtrise glaciale du verbe. Vient le temps des études supérieures, dans ce nouveau temple des élites républicaines, l'école libre des sciences politiques. Parmi ces fils de bourgeoisie éclairée et de haute administration, Tardieu n'est ni le plus riche, ni le plus mondain, mais il est vite l'un des plus respectés. Il assimile le droit, l'histoire diplomatique, l'économie comme d'autres respirent. Ses camarades vont devenir diplomates, préfets, ministres. Lui hésite encore. Doit-il choisir la voie rassurante de la haute fonction publique ou se jeter dans le tumulte plus dangereux du journalisme politique? C'est là qu'apparaît un premier twist de son destin. Contre toute attente, ce jeune homme méthodique, presque austère, choisit le chaos. Il veut écrire, interpréter, dénoncer. À peine la vingtaine passée, il entre comme journaliste au grand quotidien Le Temps, ce journal de référence de la bourgeoisie cultivée. Sur sa table de travail, des télégrammes venus de Berlin, de Vienne, de Saint-Pétersbourg. Sur sa nuque, la pression invisible du temps. L'Europe ressemble de plus en plus à une poudrière. Et il le sait, chaque article est une tentative pour avertir, alerter, influencer. Mais pour l'instant, il n'est qu'une plume parmi d'autres. Ses premiers reportages à l'étranger sont un électrochoc. À Berlin, il voit une ville qui ressemble à une caserne agrandie. Discipline, rigueur, puissance industrielle. À chaque défilé militaire, le sol vibre sous les bottes. Dans les cafés, on parle peu de politique intérieure, beaucoup de puissance nationale, de flotte, de colonies.
À Vienne, il découvre un empire usé, raffiné, mais rongé par les nationalismes. Partout, il sent monter une tension que ses articles tentent de traduire sans la banaliser. Ce n'est pas un simple jeu d'alliance, c'est une marche à pas mesurée vers l'abîme. Quand il rentre à Paris, le contraste est brutal. Les débats de la Chambre des députés lui paraissent parfois hors sol, dispersés, presque frivoles. Entre une interpellation sur un scandale de préfecture et une querelle sur l'enseignement religieux, les députés évoquent à peine la question allemande. André Tardieu comprend alors une chose terrifiante. Ce n'est pas seulement l'ennemi extérieur qui menace, c'est aussi la légèreté intérieure. Le sablier continue de s'écouler et la France regarde ailleurs. C'est à ce moment-là qu'il croise la route de l'homme qui va le propulser au premier plan. Georges Clemenceau. Le Tigre est déjà une figure quasi mythique. Un mélange de tribun, de journaliste et de chef de guerre politique, il dirige alors L'Homme libre, puis L'Homme enchaîné, journaux dans lesquels il attaque sans merci ministres, généraux et faiblesses du régime. Tardieu, qui a grandi dans l'ombre de Le Temps, découvre chez Clemenceau une autre façon de faire de la politique, à coups de phrases, coups de poing, de duels oratoires, d'articles qui peuvent renverser un gouvernement en quelques semaines. Entre ces deux hommes que tout semble opposer, l'un chaleureux, tonitruant, l'autre froid, analytique, s'installe un respect immédiat. Clemenceau voit en ce jeune journaliste aux yeux perçants un cerveau d'une rare acuité. Tardieu, lui, comprend qu'il vient de trouver plus qu'un mentor, un modèle de courage brut. C'est Clemenceau qui lui souffle, presque comme une prophétie. Le jour viendra où ce ne sera plus en écrivant que tu devras te battre, mais en gouvernant. Tardieu n'oubliera jamais cette phrase. Elle sonne comme un ordre. Pendant que se tisse cette alliance inattendue entre le Tigre et ce qu'on appellera plus tard son Tigron, la scène politique française voit émerger un autre personnage aux antipodes de Tardieu, Aristide Briand, fils de petit cafetier breton, autodidacte, tribun flamboyant, anticlérical puis pacifiste. Briand fascine par sa capacité à séduire les foules, à calmer les passions, à arrondir les angles. Là où Tardieu découpe le monde en rapports de force et en lignes de front, Briand croit en la conciliation, au compromis, à la diplomatie souriante. Ils ne se connaissent presque pas, mais déjà, en coulisses, deux visions de la France s'opposent. D'un côté, la France de la fermeté, de la revanche assumée, du rapport de force. De l'autre, la France de la réconciliation, de la coopération, de ce qui deviendra l'esprit de Locarno. Deux trajectoires qui, pour l'instant, s'ignorent. Mais tous ceux qui les observent le pressentent. Tôt ou tard, ces deux-là vont se retrouver face à face. Et ce sera bien plus qu'une querelle d'ego, ce sera un duel de vision historique. 1914, le bruit sourd que Tardieu pressentait explose enfin. L'attentat de Sarajevo, la mobilisation générale, les affiches jaunes sur les murs de Paris, les trains bondés de soldats en vareuse, bleus qui partent en chantant vers le front. L'Europe bascule en guerre. André Tardieu n'a plus le luxe de regarder par la fenêtre. Il rejoint l'effort national, mais pas en simple soldat de tranchée. On lui confie des responsabilités où son intelligence et sa connaissance des alliés deviennent décisives. Il est affecté à des fonctions de liaison, de mission politique et diplomatique, notamment avec les États-Unis, pendant que des millions de jeunes hommes s'enterrent dans la boue de la Marne, de Verdun ou de la Somme. Lui circule entre Paris, Londres, Washington, porte des notes, négocie des cargaisons, des crédits, des armes. Certains le jalousent, toujours les intellectuels qui évitent les tranchées. Mais Tardieu, lui, est tenté par une autre forme, de cauchemar, la peur de ne pas faire assez pour organiser la victoire, de ne pas aller assez vite. Chaque jour de retard dans la coordination alliée se paie en milliers de morts au front. Le sablier, désormais, n'est plus seulement celui de sa vie, c'est celui de chaque soldat anonyme qui tombe sous les obus. À mesure que la guerre s'enlise puis se retourne, sa proximité avec Clemenceau devient cruciale. Lorsque le vieux Tigre prend la tête du gouvernement en 1917, avec ce mot terrible, « Je fais la guerre », Tardieu fait partie de ce cercle serré de collaborateurs qui suivent les dossiers heure par heure.
Il devient commissaire aux affaires de guerre franco-américaines, puis représentant de la France au Conseil supérieur de guerre. Dans les couloirs enfumés des ministères, il voit mieux que quiconque à quel point la victoire n'a rien d'un destin inscrit, mais tient à des décisions concrètes, des arbitrages brutaux. Envoyer tel renfort ici signifie en priver tel autre front. Répondre « oui » à telle exigence américaine signifie froisser tel général français. Cette guerre industrielle, anonyme, logistique, brise ses nuits. Les noms de lieux deviennent des chiffres, les chiffres deviennent des sacrifices calculés. Plus la victoire approche, plus une question l'obsède. Que fera-t-on, après, de cette victoire? La transformer en paix durable ou en simple armistice entre deux tempêtes? La réponse, il en sera lui-même l'un des architectes. 1919. Les canons se taisent, les cloches sonnent. Mais dans les salons dorés du château de Versailles, une autre bataille commence. Clémenceau emmène avec lui à la conférence de la paix celui qu'il considère comme son technicien le plus efficace, son stratège silencieux, André Tardieu. Son rôle n'est plus celui du journaliste observateur, ni même celui du fonctionnaire expert. Il devient l'un des principaux artisans du traité qui va redessiner l'Europe. Jour et nuit, il épluche des statistiques, des cartes, des dossiers sur les voies ferrées, les mines de charbon, les mouvements de population. Il plaide pour une ligne dure envers l'Allemagne. Réparation massive, contrôle international du Rhin, garantie militaire solide. À ses yeux, il ne s'agit pas de vengeance, mais de mathématiques. Un pays qui a envahi 2 fois la France en 50 ans ne peut être traité comme un voisin simplement égaré. Il faut le contenir, le surveiller, l'affaiblir, mais autour de la grande table, les visages s'assombrissent. Wilson parle de paix juste, Lloyd George craint de pousser l'Allemagne dans les bras du bolchevisme, Tardieu, lui, compte les années avant que la machine militaire allemande ne se remette en marche. Il sent le temps lui glisser entre les doigts, c'est dans cette fournaise diplomatique que s'esquisse, en creux, la silhouette de son futur rival. Aristide Briand, à ce moment-là, n'est pas à Versailles en position de force, mais il observe, commente, critique. Il incarne, dans la classe politique française, cette impatience vis-à-vis de ce qu'on perçoit comme une paix trop lourde, trop humiliante, trop risquée. Là où Tardieu voit dans la fermeté une garantie, Briand y voit un poison lent. Pour l'instant, ce désaccord ne prend pas encore la forme d'un duel direct. Il circule dans les couloirs, dans les journaux, dans les conversations de salon. Pourtant, quelque chose se cristallise dans les notes d'André Tardieu, dans ses futurs ouvrages. On sent déjà poindre une irritation froide à l'égard de ceux qui, comme Briand, parlent de rapprochement, de détente, alors que les ruines fument encore en Picardie et en Artois. 2 lignes politiques sont en train de se dessiner, 2 horloges différentes. L'horloge de Tardieu, réglée sur la menace allemande, l'horloge de Briand, réglée sur l'espoir d'une Europe apaisée. Lorsque le traité de Versailles est finalement signé, dans la galerie des Glaces, sous les plafonds peints où Louis XIV célébrait sa propre puissance, le monde retient son souffle. La photo de la délégation allemande, figée, blême, deviendra une icône. Mais derrière ces images officielles, André Tardieu n'éprouve ni jubilation, ni sentiment d'accomplissement. Il voit les failles, trop dures pour être acceptées sans rancœur à Berlin, trop fragiles pour rassurer complètement Paris. Il sait que ce texte, dont il est pourtant l'un des principaux concepteurs, sera attaqué de toutes parts, par les Allemands qui le jugeant infâme, par les pacifistes qui le jugent dangereux, par les réalistes qui le jugent insuffisant. Il sait surtout que son destin à lui vient de basculer. Il ne peut plus se contenter d'être l'homme de l'ombre qui rédige des clauses et des articles. S'il veut défendre cette vision d'une France protégée par un réseau solide de garanties, il va devoir descendre, enfin, dans l'arène électorale. Il lui reste peu de temps. Il le pressent confusément, pour convaincre une opinion fatiguée par la guerre, dispersée par les querelles internes, qu'il faut encore serrer les dents et tenir le cap. Au moment où il quitte Versailles, ce jour de 1919 où le monde croit entrer dans la paix, la silhouette d'André Tardieu n'a rien de celle d'un héros triomphant. C'est un homme amaigri par des années de tension, aux traits déjà tirés, qui marche vite dans les jardins du château sans vraiment regarder les statues. Devant lui, une France épuisée, endeuillée, victorieuse mais vulnérable.
Derrière lui, un traité dont il sait qu'il sera contesté. À l'horizon, à peine visible mais déjà prêt à s'avancer, les visages de ceux qui vont devenir ses adversaires politiques, au premier rang desquels Aristide Briand, apôtre des rapprochements, futur prix Nobel de la paix, mais aussi futur contradicteur acharné des certitudes de Tardieu. La guerre est finie, dit-on. Pour André Tardieu, elle ne fait que changer de forme. La boue des tranchées laisse place au tapis de la Chambre des députés. Les obus deviennent des discours. Et le temps, lui, continue de courir, implacable, vers une nouvelle épreuve que presque personne ne veut encore imaginer. Imaginez une salle de fête illuminée, des lustres qui scintillent, des diplomates qui se félicitent, des coupes de champagne qui s'entrechoquent. Et, au milieu de ce décor de victoire, un homme qui regarde déjà ailleurs, comme s'il avait aperçu, derrière les dorures de Versailles, l'ombre d'une seconde catastrophe. Tandis que l'Europe se persuade qu'elle vient de signer la der des der, André Tardieu, lui, voit un compte à rebours. 20 ans. À ses yeux, il reste peut-être 20 ans pour mettre la France à l'abri. Et ces 20 ans, il va les passer à se battre contre deux forces aussi redoutables l'une que l'autre. L'Allemagne vaincue mais intacte. Et un adversaire intérieur, charismatique, qui croit pouvoir désamorcer la bombe par le sourire et la poignée de main. Aristide Briand. À peine les encres de Versailles sont-elles sèches que Tardieu change de peau. Le technicien discret, l'homme de dossier, se jette dans le bain bouillant de la politique électorale. 1919. La France vote pour la première fois depuis la guerre. Les mutilés reviennent à peine. Les veuves portent encore le deuil. Les campagnes sont trouées de cratères. Dans ce pays dévasté, on élit une chambre dite Bleu Horizon, saturée d'anciens combattants, de patriotes intransigeants. C'est dans cette vague qu'André Tardieu se fait élire député de Seine-et-Oise, sous l'étiquette du Bloc national. Lui qui, pendant des années, a conseillé les puissants, devient soudain un élu parmi des centaines, obligé de serrer des mains, d'écouter les plaintes des sinistrés, de promettre des routes, des ponts, des écoles. Très vite, il découvre que la politique intérieure est une autre forme de front. On lui confie les régions libérées, ces territoires du nord et de l'est de la France, où les villes ressemblent à des squelettes, les arbres à des moignons calcinés. Dans les villages éventrés de l'Artois ou de la Somme, il marche au milieu des maisons sans toit, des clochers décapités, des champs criblés d'éclats. Là, les grands discours sur les réparations et la sécurité prennent un visage, celui d'un paysan qui lui montre dans sa main sale quelques morceaux de fer tordus, tout ce qui reste de sa ferme. Tardieu comprend que la reconstruction n'est pas seulement une question d'indemnité allemande, c'est une course contre le désespoir. Chaque mois de retard dans le versement des réparations, ce sont des familles qui quittent la terre, des rancœurs qui s'enracinent. À Paris, il retrouve une chambre des députés plus turbulente que jamais. Les applaudissements pour les vainqueurs ont vite laissé place aux règlements de compte, aux rivalités de clans, aux calculs électoraux. Dans ce tumulte, une voix se détache, souple, claire, presque envoûtante, celle d'Aristide Briand. L'ancien combattant de la laïcité est revenu aux affaires avec un costume nouveau, celui d'homme de paix. Là où Tardieu réclame l'application stricte du traité, la surveillance durcie de l'Allemagne. Briand plaide pour la détente, la normalisation, la fin de ce qu'il appelle la guerre psychologique avec Berlin. Quand il parle, la Chambre se tait. Ses phrases coulent facilement, ses traits d'esprit désarment les plus hostiles. Il promet une Europe réconciliée, des frontières rendues inutiles par la coopération, une société des nations enfin efficace. Pour Tardieu, c'est un choc. Non qu'il méprise Briand, il admire son intelligence, reconnaît sa virtuosité, mais il voit dans cette musique apaisante un danger mortel. Il suffit de se souvenir de Berlin, de ses usines tournant à plein régime, de ses officiers au maintien impeccable, pour comprendre que l'Allemagne n'a pas renoncé à la puissance. Dans les couloirs du Palais Bourbon, les premiers échanges entre les deux hommes sont courtois, presque chaleureux. Mais derrière les sourires se dessine un duel. Briand incarne la France qui veut guérir par l'oubli. Tardieu incarne celle qui veut guérir par la vigilance. Deux remèdes incompatibles pour une même blessure. Les années 1920 s'ouvrent sur une série de crises où cette opposition va se durcir. L'Allemagne traîne des pieds pour payer les réparations.
À chaque échéance, Berlin invoque la ruine, l'impossibilité matérielle. À chaque conférence internationale, la pression anglaise et américaine pousse à aménager Versailles. Tardieu grince des dents. Dans ses notes, dans ses livres, car il continue à écrire inlassablement entre deux séances de commission, il martèle la même idée. Un traité qui n'est pas appliqué se vide de son sens, et une victoire qui n'est pas consolidée se transforme en simple pause entre deux conflits. Il publie des analyses sévères de la politique internationale, des ouvrages où les chiffres, les cartes, les statistiques sont alignés. Comme autant de pièces à conviction, ce ne sont pas des essais abstraits, ce sont des actes d'accusation contre la légèreté des gouvernements. Briand, lui, gagne du terrain. Son talent à rassurer les partenaires étrangers, à trouver des compromis, séduit une France épuisée, un Parlement lassé des accents martiaux. Il devient le visage d'une diplomatie souriante, qui préfère les poignées de main aux ultimatums. Dans les journaux, on commence à opposer explicitement les deux hommes. Tardieu, doctrinaire intransigeant, face à Briand, réaliste pragmatique. Ce portrait est injuste, mais il marque les esprits. La rivalité n'est plus souterraine, elle devient publique. Un épisode va cristalliser ce duel. La crise des réparations et l'occupation de la Ruhr en 1923. Le gouvernement Poincaré, excédé par les retards allemands, décide d'envoyer les troupes françaises dans le bassin industriel de la Ruhr, cœur de la puissance charbonnière allemande. Des trains de soldats traversent le Rhin. Des drapeaux tricolores flottent sur les bâtiments administratifs de ville où, quelques seuils, années plus tôt, les officiers prussiens paradaient. Pour Tardieu, c'est enfin un acte de fermeté cohérent avec le traité. Il soutient l'initiative, y voit une démonstration de volonté qui peut, selon lui, dissuader Berlin de toute nouvelle aventure. Briand, lui, est plus que réservé. Il craint l'isolement diplomatique de la France, l'hostilité croissante des anglo-saxons, la radicalisation de l'opinion allemande. Dans l'hémicycle, les joutes deviennent électriques. Imaginez la scène. D'un côté, les partisans de la fermeté bousculent leur pupitre, applaudissent à tout rompre chaque phrase de Tardieu sur la nécessité de faire respecter la signature allemande. De l'autre, les alliés de Briand secouent la tête, haussent les épaules, murmurent « Encore une occasion perdue de pacifier l'Europe ». Les micros n'existent pas encore, mais si vous tendez l'oreille, dans ce brouhaha, vous entendrez deux mots qui reviennent sans cesse, sécurité et paix. Deux mots que les deux hommes prononcent, mais qui n'ont pas le même contenu selon leurs lèvres. La suite donne à chacun des arguments pour renforcer ses certitudes. L'occupation de la Ruhr entraîne une crise économique en Allemagne, une résistance passive, une montée des tensions. Mais elle montre aussi que la France peut encore imposer sa volonté quand elle agit avec résolution. Quelques années plus tard, pourtant, le pendule politique se renverse. Le cartel des gauches remporte les élections de 1924, la droite se retrouve marginalisée, Tardieu lui-même perd un temps son siège. C'est un coup dur. Les journaux qui le soutenaient l'oublient, les salons qui l'encensaient se remplissent soudain de partisans de l'apaisement. Briand, lui, revient en force dans les combinaisons ministérielles. Sa vision d'une Europe pacifiée, installée sous le parapluie de la Société des Nations, devient la doxa officielle. Pour beaucoup, c'est la preuve que le vent de l'histoire souffle du côté de Briand. Pour Tardieu, c'est une alarme rouge. Pendant qu'on célèbre à Genève les réunions feutrées de la Société des Nations, pendant qu'on rêve de désarmement général, il scrute les signes venus d'Allemagne. La République de Weimar se débat dans les crises, les extrémismes montent, les coups de force avortés se multiplient. Il voit dans cette instabilité un danger à moyen terme, pas un prétexte à relâcher la vigilance. Dans ses écrits, il s'acharne à démonter ce qu'il considère comme des illusions dangereuses. Il parle d'une sécurité collective de papier. Ses adversaires l'accusent de pessimisme maladif, de nourrir une obsession allemande, mais lui est convaincu de ne pas avoir le luxe de l'optimisme. Un twist, pourtant, va relancer sa carrière politique au moment où certains le croient fini. En 1926, la situation financière de la France est catastrophique. Le franc s'effondre, l'inflation ronge les économies, la peur du chaos gagne les classes moyennes. On rappelle alors, en urgence, un homme, Raymond Poincaré, incarnation de la rigueur budgétaire et de la stabilité.
Et Poincaré, en reconstituant un gouvernement de redressement, va chercher dans les coulisses un certain André Tardieu. Ce retour en grâce, après les années de mise à l'écart, est plus qu'une récompense. C'est un signe que la France, dans les moments de panique, se tourne spontanément vers les hommes réputés sérieux, précis, prévoyants. Tardieu devient ministre, d'abord chargé des régions dévastées, puis de l'intérieur, enfin des travaux publics. À chaque portefeuille, il impose sa marque. Rigueur, efficacité, refus des effets de manche. Ce n'est pas un ministre de charme. Il n'embrasse pas les enfants devant les caméras inexistantes, ne multiplie pas les inaugurations spectaculaires, mais il travaille à un rythme que ses collaborateurs peinent à suivre. Réorganisation des services, modernisation des routes, planification des infrastructures. Sa méthode est celle d'un ingénieur appliqué à la politique. Dans les couloirs des ministères, on raconte qu'il fait travailler son entourage jusque tard dans la nuit, qu'il corrige lui-même les moindres virgules des décrets. Certains le détestent pour cela, le trouvent cassant, autoritaire. D'autres, au contraire, découvrent un chef d'équipe infatigable, obsédé par la cohérence d'ensemble. Pendant ce temps, sur la scène internationale, la figure de Briand atteint son apogée. Il devient le grand prêtre de la réconciliation franco-allemande, parle de esprit de Locarno après les accords de 1925, lance la idée d'une Union européenne avant l'heure. À la tribune de la Société des Nations, il enflamme les esprits avec des images de ponts jetés par-delà les frontières, de peuples qui déposent les armes. Son nom circule pour le prix Nobel de la paix, qui lui sera effectivement attribué avec Gustav Stresemann. Les journaux du monde entier s'extasient. La France, pays des tranchées et de Verdun, devient grâce à Briand le laboratoire de la paix. Tardieu regarde tout cela avec une inquiétude glacée. Non qu'il souhaite la guerre, il en a vu trop de cadavres pour cela. Mais il sait, ou croit savoir, que cette paix spectaculaire repose sur une base fragile. Les accords sont réversibles, les bonnes volontés éphémères, les opinions publiques versatiles. Surtout, il constate que derrière les discours sur la fraternité européenne, la question centrale, la sécurité militaire de la France, face à une Allemagne potentiellement revancharde, n'est pas réglée. Il alerte, encore et encore, sur la nécessité de renforcer les alliances de l'Est, de consolider la frontière du Rhin, de maintenir une armée solide. Et, peu à peu, une partie de la droite, mais aussi du centre, commence à l'écouter. Fatigué de la rhétorique pacifiste de Briand, effrayé par les premiers signes de fragilité économique mondiale, certains députés cherchent un homme capable de tenir à la fois le langage de la raison budgétaire et celui de la fermeté extérieure. C'est là que le temps, ce sablier invisible qui accompagne Tardieu depuis sa naissance, se met à accélérer. 1929, l'année qui devrait être celle de la consolidation, devient celle de tous les dangers. En octobre, la bourse de New York s'effondre. En quelques semaines, ce qui n'était pour beaucoup qu'un krach lointain se transforme en onde de choc mondial. Le commerce ralentit, les faillites se multiplient, le chômage commence à mordre. Tardieu comprend immédiatement que cette crise économique va rebattre toutes les cartes politiques. Une France fragilisée sur le plan social sera moins capable de financer sa défense, plus vulnérable aux illusions de la démagogie. Paradoxalement, c'est ce climat de menace qui va propulser Tardieu au sommet. Poincaré, épuisé, malade, quitte le pouvoir. La République a besoin d'un successeur qui rassure les marchés, qui donne le sentiment d'un cap, qui sache parler la langue des chiffres. Autant que celle de la nation, les regards se tournent vers celui qui, depuis des années, incarne la rigueur, la compétence, la colère froide contre les imprudences. André Tardieu. Ceux qui, quelques années plus tôt, le trouvaient trop raide, trop intellectuel, commencent à se dire qu'en temps de tourmente, un homme de cette trempe est peut-être exactement ce qu'il faut. Dans les coulisses, les tractations s'intensifient. Les chefs de groupe parlementaires comptent les voix. Les présidentiables se positionnent, les journaux spéculent. Briand n'est pas hors jeu. Il est toujours là, figure tutélaire, auréolé par son prix Nobel. Certains imaginent un retour à la tête du gouvernement de cet homme qui a tant fait rayonner la France à l'étranger. Mais une question brûle les lèvres. Dans un monde où les banques vacillent, où les usines ferment, un prophète de la paix suffit-il? Ou faut-il un gestionnaire impitoyable, prêt à prendre des décisions impopulaires? La réponse tombe comme un coup près.
Le président de la République appelle Tardieu à l'Élysée. Le décor est simple. Une pièce claire, des fauteuils classiques, des dossiers empilés sur un bureau, mais derrière ces murs, ce qui se joue est vertigineux. Il n'est plus question de rapports, de notes, de critiques. Il est question de pouvoir. On lui propose de devenir président du Conseil, chef du gouvernement, celui qui donnera officiellement le ton de la politique française. Il sait ce que cela signifie, l'exposition constante, le feu croisé des attaques, la nécessité de tenir ensemble une majorité fracturée, tout en gardant en tête sa propre obsession, utiliser le temps qui reste pour renforcer la France avant la prochaine tempête. Il hésite à peine. Il pense sans doute à Clémenceau, à ce vieux tigre qui lui avait lancé « Le jour viendra où ce ne sera plus en écrivant que tu devras te battre, mais en gouvernant ». Ce jour est arrivé. Il pense aussi peut-être à Briand, à cette autre voix de la France qui continue de plaider pour la confiance et la coopération. Il comprend que, dorénavant, leur duel ne se jouera plus seulement à la tribune, mais dans les choix concrets du gouvernement. Budget de l'armée, alliance, attitude envers l'Allemagne, réponse à la crise. En acceptant la mission, Tardieu ne devient pas seulement chef de gouvernement, il se transforme en horloger de l'histoire, chargé de régler au plus juste les quelques années qui séparent la France de ce qu'il pressent confusément comme un nouveau choc. Dans la nuit qui suit sa nomination, alors que Paris s'endort sous une fine pluie, on peut imaginer cet homme solitaire penché sur une carte de l'Europe, un chronomètre imaginaire posé à côté. Le temps file, l'Allemagne change, le monde se fissure. Et lui, désormais, n'a plus l'excuse de ceux qui regardent et commentent. Il est aux commandes. Le sablier, plus que jamais, est entre ses mains. Le pouvoir, en France, ressemble souvent à une scène de théâtre. On vous applaudit quand vous entrez, et on affûte déjà le couteau pour le deuxième acte. André Tardieu le comprend dès les premières heures. Au moment même où il franchit la porte, la crise mondiale est en train d'allumer. Des incendies partout, et son rival le plus dangereux n'est pas seulement à Berlin. Il est à Paris, assis sur les bancs, prêt à sourire aux caméras invisibles de l'époque, Aristide Briand, l'enchanteur de la paix, l'homme qui sait transformer l'inquiétude en mélodie. Sauf que Tardieu, lui, n'entend pas une mélodie. Il entend un tic-tac. Il y a une limite de temps désormais, et elle n'est pas abstraite. Les chiffres l'écrasent. Les recettes de l'État menacent de fondre. Le chômage commence à mordre. Les exportations se contractent. La France, qui se croyait à l'abri derrière son prestige de vainqueur, découvre qu'une panique venue de Wall Street peut faire vaciller ses usines de Saint-Étienne et ses banques parisiennes. Dans ce contexte, être président du Conseil n'est pas un honneur. C'est une opération à cœur ouvert, sans anesthésie, devant un public qui n'attend qu'un faux mouvement pour hurler. Tardieu forme son gouvernement fin 1929 avec la hâte d'un homme qui sait que chaque semaine perdue se paiera en faillite, en agitation sociale et, plus loin encore, en fragilité militaire. Il arrive avec un programme qui tranche dans le confort parlementaire, moderniser, rationaliser, réformer l'État, préparer la nation à un monde dur. Une partie de la Chambre fronce les sourcils, une autre, épuisée par les improvisations successives, veut y croire. La presse, elle, adore le contraste. Tardieu le technicien, Tardieu le cérébral, face à Briand, le magicien de la conciliation. Capable d'obtenir un accord par une phrase et un regard, mais le duel ne se joue pas seulement en joutes oratoires. Il se joue sur un terrain encore plus cruel. La perception, Briand incarne l'espérance, Tardieu l'effort. Et dans une démocratie fatiguée, l'espérance gagne souvent les premiers rounds. Tardieu s'accroche à ce qu'il sait faire, prendre des dossiers et en faire des machines. Il pousse une politique de grands travaux, d'infrastructures, d'organisation administrative. Il veut que l'État cesse d'être un immense organisme qui respire au hasard. Il parle d'efficacité, de productivité, de coordination. Des mots qui, à l'époque, ont quelque chose de presque étranger dans les couloirs du Palais Bourbon, où l'art consiste plus souvent à tenir un équilibre qu'à transformer une structure. Il s'attaque à la question des assurances sociales, au logement, aux équipements publics. Il veut donner à la France un squelette, moderne, capable d'encaisser les coups. Mais chaque initiative déclenche un contre-feu. Les oppositions le décrivent comme autoritaire.
Les radicaux l'accusent de technocratie froide, les socialistes dénoncent un homme qui, selon eux, protège les intérêts des possédants. Et certains à droite, paradoxalement, le trouvent trop interventionniste, trop étatiste. À force de vouloir agir, il se met tout le monde à dos, ce qui, dans la Troisième République, est un art presque suicidaire. Pendant ce temps, Briand rôde comme une ombre lumineuse. Il n'a pas besoin d'attaquer frontalement. Sa simple présence rappelle qu'il existe une autre France possible. Une France qui se veut rassurante, pacificatrice, européenne avant l'heure. Quand Briand parle de la Société des Nations et d'entente, Tardieu répond par des notes sur l'Allemagne, par des mises en garde, par ce mot qui obsède sa pensée comme une image fixe, sécurité. La rivalité devient presque métaphysique. L'un vend l'apaisement comme un remède, l'autre, convaincu que le danger ne s'évapore pas, propose une discipline nationale. Et la discipline, on la respecte rarement quand tout va bien et on la hait quand tout va mal. Premier twist. Alors même que Tardieu est au sommet, il découvre que son pouvoir est une illusion fragile. La Troisième République est un labyrinthe de groupes, de commissions, de notables, de journaux et de fidélités mouvantes. Le président du Conseil n'est pas un chef au sens moderne. C'est un équilibriste au-dessus d'un vide politique. Une semaine, on l'acclame pour sa fermeté budgétaire. La suivante, on l'accuse d'étrangler la consommation. Il doit composer avec des alliés qui le soutiennent, à condition qu'il ne change rien d'essentiel. Or, lui est précisément là pour changer. À l'étranger, la situation se durcit. L'Allemagne de Weimar, secouée, humiliée, est traversée par des crises politiques et économiques. Les mouvements extrêmes gagnent du terrain. Tardieu, qui lit les signaux comme un sismologue, voit la fracture avant qu'elle ne devienne un séisme. Sa conviction se transforme en urgence. Si la France laisse se déliter l'ordre de Versailles sans alternative solide, elle paiera le prix. Et ce prix ne sera pas une note diplomatique, ce sera du sang. Il veut donc consolider les alliances en Europe centrale et orientale, soutenir un système d'accords qui encercle diplomatiquement une Allemagne redevenue dangereuse. Là encore, il heurte l'esprit du temps. Dans les salons et les tribunes, on préfère croire à la stabilité. On préfère le confort moral de la réconciliation. Briand, même lorsqu'il n'est pas au gouvernement, continue de représenter cette tentation, celle d'une sécurité fondée sur la parole donnée et la coopération, plutôt que sur des garanties de force. Tardieu tombe une première fois. Un gouvernement chasse l'autre, selon la mécanique impitoyable du régime. Il revient, il retombe, il revient encore. Entre 1929 et 1932, il connaît ce rythme d'ascenseur et de chute qui use les nerfs et brise les réputations. Chaque retour exige des concessions. Chaque concession dilue son projet. Chaque dilution donne des armes à ses adversaires qui l'accusent d'incohérence. Et pourtant, il persiste, comme si abandonner revenait à trahir sa propre horloge intérieure. Deuxième twist. En se battant contre Briand, Tardieu finit par se battre contre une idée plus large que Briand lui-même. L'idée que la France peut se permettre de croire, car Briand n'est pas seulement un homme, c'est une promesse collective de repos après l'hécatombe. Et comment lutter contre une promesse de repos quand vous arrivez avec des mots comme effort, réarmement moral, réforme, sacrifice? Il y a des images qui, dans ces années, devraient être filmées au ralenti. Dans les couloirs du pouvoir, des députés s'empoignent verbalement pendant que, dehors, des files s'allongent devant les bureaux de placement. Des industriels demandent des protections, des ouvriers demandent du pain, des anciens combattants demandent qu'on n'oublie pas. Tardieu, lui, demande de la cohérence, et c'est peut-être la denrée la plus rare. Il tente de répondre à la crise avec une logique de gestionnaire, ajuster, rationaliser, ne pas laisser dériver le franc, maintenir la confiance. Mais la crise n'est pas seulement économique, elle est psychologique. Elle attaque la foi dans le régime, et cela ouvre un boulevard à tous ceux qui, à droite comme à gauche, veulent renverser la table. La rivalité avec Briand prend alors une tournure plus cruelle. Briand, même malade et fatigué, reste une référence morale internationale. Son nom rassure à l'extérieur, flatte l'intérieur. Tardieu, lui, apparaît comme le visage d'une république qui serre les dents. Il n'a pas le prestige sentimental. Il a le poids des mesures.
Quand 1932 arrive, la sanction électorale tombe comme un coup près. Le pays se déplace, les majorités changent, et Tardieu se retrouve repoussé. Ce n'est pas seulement une défaite personnelle, c'est le triomphe provisoire de l'idée que la France peut encore se débrouiller sans réforme profonde, sans remise à plat brutale de son fonctionnement, sans regarder en face les menaces extérieures. Dans l'esprit de Tardieu, c'est une minute perdue sur le compte à rebours. Et puis, troisième twist, le plus amer, à mesure que Briand s'éteint physiquement, il mourra en 1932, son ombre politique, elle, continue de planer. Les accords, les beaux discours, l'esprit de Genève, tout cela reste dans l'air comme une fumée douce. Tardieu, privé de rival vivant, se retrouve face à une rivalité encore plus difficile, celle d'un mythe. On peut contredire un homme, on ne débat pas facilement avec une nostalgie nationale. Dans les années qui suivent, Tardieu s'enferme davantage dans la réflexion et la critique. Il écrit, attaque les faiblesses du parlementarisme, dénonce l'impuissance structurelle d'un régime qui change de gouvernement comme « on change de costume », alors que le monde, lui, change de nature. Sa voix devient plus dure, plus inquiète, parfois plus tranchante. Il cherche une réforme de l'État, un renforcement de l'exécutif, une mécanique capable de décider vite. Ses adversaires y voient une tentation autoritaire, ses partisans une lucidité désespérée. Et au loin, presque comme un grondement qu'on refuse d'entendre, l'Allemagne se transforme. Les extrêmes ne sont plus des rumeurs, ils deviennent des forces. Le danger que Tardieu pressentait derrière les dorures de Versailles, au tout début, commence à prendre un visage. Ce visage n'est pas encore le sien sur les affiches partout en Europe, mais il approche. Dans cette troisième phase de sa vie politique, Tardieu ressemble à un homme qui a tenu un volant pendant la tempête et à qui l'on reproche les secousses de la route. Il n'a pas été le sauveur que certains attendaient, parce que le système l'a empêché d'avoir les mains libres, mais il n'a pas été non plus l'illusionniste capable de faire oublier le danger. Entre la magie de Briand et la mécanique de Tardieu, la France a préféré souvent la magie, et maintenant que la magie s'estompe, il reste la mécanique et les minutes qui manquent. La tension monte parce qu'une question, désormais, n'est plus théorique. Si une nouvelle catastrophe se prépare, qui, en France, sera décidée à temps? Tardieu a voulu être celui qui prépare, on l'a freiné, renversé, rappelé, puis rejeté. Et il lui reste une certitude froide. Dans les années qui viennent, l'histoire ne demandera pas si la République a été élégante. Elle demandera si elle a été prête. La nuit électorale de 1932 a quelque chose d'absurdement cruel. Dans certains bureaux de vote, les ouvriers replient les bulletins, les petites mains rangent les urnes en bois, les affiches se décollent des murs humides. Dehors, les cafés bruissent de conversation. On commente les chiffres, on plaisante, on dramatise. Et au milieu de ce brouhaha, une vérité tombe, froide, presque administrative. André Tardieu est battu. L'homme qui, pendant 3 ans, a tenu entre ses mains les leviers fragiles de l'État, se retrouve renvoyé au rang de simple citoyen par une addition de croix sur des bouts de papier. Un silence s'installe, mais seulement autour de lui. Le pays, lui, continue ses discussions, ses petites joies, ses grandes angoisses. Le pouvoir passe à d'autres, la machine parlementaire se réorganise, comme toujours. Pour Tardieu, en revanche, c'est un basculement intime. La scène s'éteint d'un coup, les projecteurs se tournent vers d'autres visages, et il reste dans les coulisses, ébloui par l'obscurité. Pendant des années, il a vécu avec le tic-tac de son compte à rebours intérieur. À présent, ce n'est plus celui de la France qu'il entend le plus fort, c'est le sien. Il a 56 ans, une santé usée par les tensions, des ennemis nombreux, un pays exaspéré par les prophètes de malheur, et pourtant, la menace qu'il annonce depuis si longtemps ne s'est pas dissipée. Au contraire, elle se rapproche. Il pourrait disparaître dans le confort amer d'une retraite discrète, mais ce n'est pas un homme de retrait, c'est un homme de dossiers, de phrases, de guerres menées avec des mots. Puisqu'on lui a pris le pupitre du président du Conseil, il saisit une autre arme, le livre. Là où d'autres acceptent la défaite en souriant aux photographes, Tardieu choisit de contre-attaquer par l'analyse. Sa table de travail devient un poste de commandement. Des cahiers s'accumulent, des notes rageuses s'entassent, des plans de réforme se dessinent sur le papier comme des plans d'offensive. Dans ces années-là, il écrit comme on jette des bouteilles à la mer.
Des ouvrages au titre programmatique, tranchant, des livres où il démonte, ligne par ligne, les faiblesses de la Troisième République. Il y décrit la profession parlementaire comme un métier fermé, une caste qui vit de la crise plus qu'elle ne la combat. Il dénonce un régime où l'on change de ministre plus souvent que de stratégie, où l'on joue avec les alliances comme avec des cartes usées, alors que l'orage approche. Pour lui, la Révolution française n'est pas un patrimoine figé, c'est une promesse inachevée qu'il faudrait reprendre à la racine pour construire un État capable de décider vite, de voir loin, de résister aux tempêtes. Ses propositions ont un air de préfiguration, il réclame un exécutif renforcé, des responsabilités mieux définies, une stabilité gouvernementale qui permette enfin de mener à terme des politiques cohérentes. Il parle de référendum, de lien direct entre le chef et la nation, de fin de l'instabilité chronique. Mais nous sommes dans les années 1930, pas en 1958. La France n'est pas prête à entendre ce que d'autres, plus tard, présenteront comme des évidences. À l'époque, ce discours est perçu comme une menace. À gauche, on l'accuse de vouloir tuer la République sous prétexte de la sauver. À droite, certains l'écoutent avec curiosité, mais se méfient de son indépendance. Tardieu n'appartient plus à aucun clan. Il devient plus dangereux encore. Il appartient à personne. Dans les couloirs du pouvoir, on parle de lui avec un mélange de respect et de lassitude. On reconnaît son intelligence, sa capacité d'anticipation, mais on soupire. Il exagère, il dramatise, il noircit tout. Pendant qu'on le réduit à un Cassandre brillant et encombrant, le réel, lui, se charge de lui donner des arguments. En janvier 1933, un homme que beaucoup en France prennent encore pour un excité folklorique arrive légalement au pouvoir à Berlin. Adolf Hitler. Des censures de journaux, des incendies de livres, des chemises brunes qui défilent au pas, des cris de foule dans de grands stades. L'Allemagne, humiliée par la défaite et la crise, bascule. On imagine facilement Tardieu, penché sur les dépêches, lisant les rapports, décryptant les images qui filtrent, ce qu'il percevait comme une possibilité devient une réalité. La République de Weimar n'est plus qu'un souvenir, et à sa place s'installe un régime qui ne cache ni ses ambitions, ni sa haine des traités, ni sa fascination pour la force. Il suffit de relire ses écrits de la fin des années 1920 pour comprendre la violence du choc intime, ce qu'il pressentait derrière. Les chiffres, derrière les hésitations de Versailles, se matérialisent, mais il n'est plus aux commandes. Il n'est plus que la voix d'un spectateur lucide, assis trop loin de la scène. Twist discret, mais décisif, alors que certains en Europe voient dans les régimes autoritaires une tentation, une solution au chaos. Parlementaire, Tardieu, lui, aborde ce modèle. On le traite de autoritaire, mais il se veut au contraire le défenseur d'une république forte contre les véritables dictatures. Là où les fascistes veulent briser la loi, lui veut la rendre efficace. Là où les extrêmes exploitent le ressentiment, lui propose une discipline nationale qui ne se nourrit pas de haine, mais de responsabilité. Le paradoxe le poursuit. Les démocrates le trouvent trop dur, les antidémocrates le trouvent trop légaliste. Il n'est pas à la mode, et dans les années 1930, ne pas être à la mode peut coûter plus cher qu'un siège de député. Sa santé, elle aussi, commence à lui envoyer ses bulletins de vote. Les années de tension ministérielle, la fatigue nerveuse, les combats incessants laissent des traces. Tardieu connaît des accès d'épuisement, des alertes sérieuses. À partir d'un certain moment, son corps lui rappelle brutalement ce que la politique lui avait fait oublier. Les comptes à rebours. Biologique ne se négocie pas. Chaque manuscrit peut être le dernier. Chaque livre, une tentative désespérée de laisser, avant la nuit, un fil conducteur pour ceux qui viendront après. Le temps de la France se heurte au temps d'un homme. Pendant ce temps, la scène politique française se recompose sans lui. De nouveaux visages dominent. Léon Blum et le Front populaire, Pierre Laval, Édouard Daladier. Une autre génération, d'autres méthodes. Une autre manière de parler au pays? Tardieu observe cette valse avec un mélange d'intérêt et d'inquiétude. Il ne méprise pas les hommes, il redoute la mécanique, il voit un front antifasciste qui peine à se structurer, une droite divisée.
un centre qui hésite, des gouvernements qui oscillent, entre fermeté proclamée et recul diplomatique. À Munich, en 1938, quand Daladier et Chamberlain signent un accord qui sacrifie la Tchécoslovaquie à la paix illusoire, combien d'images remontent en lui? Les discours de Briand sur la Concorde, les illusions de Genève, les applaudissements faciles, et cette phrase intérieure « On recommence ». Car voici un autre twist. Le rival de sa vie, Aristide Briand, est mort, mais son style de politique, lui, survit. La tentation du compromis à tout prix, le pari que l'on peut désarmer l'ennemi par la douceur, le refus d'admettre que certains régimes ne s'apaisent pas mais se nourrissent des concessions, tout cela revient sous une autre forme. Ce que Tardieu avait combattu au nom de la sécurité se réinstalle, habillé de nouveaux mots. Il n'a même plus de brillant vivant à qui répondre. Il doit se battre contre un réflexe collectif. Lorsque la guerre éclate enfin en 1939, la prophétie devient réalité, mais trop tard pour que cela lui apporte autre chose qu'un goût de cendre. Les mobilisations, les trains qui emportent des jeunes soldats, les affiches de union sacrée qu'on ressort comme des reliques. Tardieu sait, au fond de lui, que la France n'est pas prête comme en 1914. Il n'y a plus l'élan spontané, la foi naïve, la puissance industrielle intacte, le pays est divisé, fatigué, inquiet. Le régime parlementaire, abîmé par des années de conflits internes, n'a pas réussi à convaincre qu'il pouvait être un instrument de la guerre moderne, et lui, l'homme qui voulait le transformer à temps, regarde, impuissant, la catastrophe s'avancer. L'année 1940, pour André Tardieu, n'est pas seulement une défaite nationale, c'est une confirmation tragique. Les colonnes de blindés allemands qui déferlent, la percée fulgurante, l'exode des civils sur les routes, la débâcle militaire. Tout, ce qu'il craignait de voir se produire si la France restait figée dans ses routines, survient sous ses yeux. On peut presque l'imaginer, devant une carte, retraçant les fronts, murmurant à voix basse « Voilà, voilà ce que je redoutais depuis tant d'années ». Mais l'amertume n'a même pas le goût de la revanche intellectuelle. Que vaut le fait d'avoir eu raison, quand le prix à payer se compte en villes occupées, en familles brisées, en drapeaux ennemis flottant sur Paris? Lorsque le maréchal Pétain prend le pouvoir et annonce l'armistice, une partie du pays pousse un soupir de soulagement désespéré. Tardieu, comme beaucoup de conservateurs lucides, accueille d'abord la figure du vieux soldat avec un mélange d'espoir et de résignation. Peut-être, se dit-il, saura-t-il au moins sauver l'essentiel, préserver une part de souveraineté, éviter le pire. Mais très vite, la dérive s'accélère. Les pleins pouvoirs, la révolution nationale, les premières lois d'exclusion, la collaboration ouverte avec l'occupant, ce n'est pas l'État fort qu'il appelait de ses vœux, c'est un État soumis, un État captif. Il ne rejoint pas la résistance. Ce n'est pas un organisateur de maquis, pas un homme de clandestinité. Il n'est plus d'ailleurs un homme d'action. Sa santé, son âge, les circonstances le confinent à une solitude amère. Pas plus qu'il n'adhère au nouvel ordre de Vichy, qu'il regarde avec une froide méfiance. Cet ancien défenseur de l'autorité se retrouve sidéré par une autorité sans contre-pouvoir, livré à la pression étrangère, dilué dans la propagande. Lui qui plaidait pour un exécutif renforcé afin de sauver la République, se retrouve à observer un exécutif omnipotent qui la piétine. Dernier retournement ironique. On l'avait accusé de préparer ce qu'il voit maintenant naître, alors que ce qu'il voulait était précisément d'empêcher cette issue. Les années d'occupation passent, longues, lourdes. Dans cette France étranglée, André Tardieu devient presque un fantôme. Il vit retiré, loin des grands centres de décision, veillé par quelques proches. Il lit, suit les événements à distance, peut-être écrit-il encore des notes, des esquisses de réflexion, mais le temps où ces analyses pouvaient peser sur la marche du pays est révolu. Il n'est plus qu'un témoin privé de micro, un observateur dont on ne cite plus les avertissements, parce que d'autres noms, de Gaulle. Pétain, Laval, les chefs de la résistance, occupent désormais tout l'espace symbolique. Quand vient la libération, en 1944, la France, épuisée, jubile et se déchire tout à la fois. Les drapeaux sortent aux fenêtres, les foules acclament les chars alliés, les règlements de compte se multiplient, les vieux débats ressurgissent sous des formes violentes.
Le discours dominant change de registre. On parle d'épuration, de renouveau démocratique, de reconstruction sociale. On prépare déjà, confusément, un autre régime. Et dans ce tumulte, qui pense à André Tardieu? Pour la nouvelle génération, c'est un nom du passé, associé à une république discréditée, à des querelles d'avant-guerre, à une époque balayée par le fracas de l'invasion et de la résistance. Le 15 septembre 1945, dans une France encore endeuillée mais libre, André Tardieu meurt à Menton. Il n'a pas 70 ans. Il s'éteint sans discours officiel spectaculaire, sans funérailles nationales grandioses, sans cette reconnaissance publique qu'il avait pourtant longtemps espérée, non pour sa personne, mais pour ses idées. La nouvelle de sa mort se fond dans le cœur des annonces de l'après-guerre. On n'oublie pas complètement son nom, mais il ne figure pas sur la première liste des héros qu'on célèbre. Il n'est ni un martyr de la résistance, ni un grand chef militaire, ni un symbole unanime. Il est autre chose, de moins spectaculaire et de plus inconfortable. L'homme qui avait vu venir la crise d'un régime avant tout le monde et qui n'a pas pu l'empêcher. C'est là que commence vraiment son héritage. Car l'histoire, qui l'a bousculé de son vivant, se remet à le lire après sa mort. Peu à peu, au fil des décennies, on rouvre ses ouvrages, on relit ses diagnostics, on confronte ses avertissements à ce qui s'est passé entre 1932 et 1940, et alors, les phrases qu'on avait trouvées excessives prennent un autre relief. Sa dénonciation de l'instabilité ministérielle, confirmée par la façon dont la Troisième République s'est effondrée en quelques semaines. Sa critique d'un parlementarisme de professionnels coupés du pays réel, reprise, parfois mot pour mot, par ceux qui, après 1945, veulent refonder la vie politique. Son plaidoyer pour un exécutif plus solide, responsable devant la nation autant que devant les assemblées. On le retrouvera, transfiguré, dans certains discours d'un certain général de Gaulle. Twist final, peut-être le plus ironique, ce que Tardieu a souhaité sans pouvoir l'imposer, d'autres le réaliseront, on croit toujours, que le vrai drame s'arrête quand un homme quitte le pouvoir. Faux! Le vrai drame, c'est quand il regarde son pays marcher vers l'abîme, avec, dans la poche, la liste exacte des choses qu'il avait annoncées, et que personne n'a voulu entendre. André Tardieu, lui, ne sort pas de la scène. Il reste dans la salle. Il devient ce spectateur maudit qui connaît la fin du film. Et pendant que la France se rassure avec des mots, lui n'entend plus que ce tic-tac, plus sec, plus proche, parce qu'il y a désormais une limite de temps qui n'est plus politique. Elle est historique. Il sait qu'à chaque mois de retard, la marge se rétrécit et son rival, même mort, continue de lui barrer la route. L'ombre de Briand, cette idée sucrée que l'on peut gagner du temps avec de la confiance. À partir de 1933, le monde change de texture. Ce n'est pas seulement une crise économique, c'est une fièvre de civilisation. Les journaux rapportent des scènes qui, si on les filmait, ressembleraient à des cauchemars collectifs. Foules aux bras tendus, autodafés, de livres, opposants traînés dans des camions, lois qui transforment un pays entier en machine d'obéissance. Tardieu lit, recoupe, écoute, et au fond de lui quelque chose se glace. L'Allemagne prend le visage que ses notes annonçaient depuis des années. Ce n'est plus une hypothèse diplomatique, c'est une réalité bruyante. Dans ce climat, son obsession de la sécurité cesse d'être un mot technocratique. Elle devient une question de survie. Mais en France, le régime continue sa danse lente. Les gouvernements passent comme des nuages. La Chambre discute, tempère, ajourne. Tardieu, désormais plus souvent plume que voix officielle, s'enferme dans une autre bataille. Convaincre que la Troisième République, telle qu'elle fonctionne, ne sera pas décidée à temps. Là, le conflit se déplace. Son adversaire n'est plus seulement un homme, c'est un réflexe national. La méfiance envers toute réforme institutionnelle qui ressemble à un renforcement de l'exécutif. Et ce réflexe, il a un visage commode pour le public, celui du dangereux. Dès qu'il parle de discipline, on murmure autoritarisme. Dès qu'il critique l'impuissance parlementaire, on soupçonne une tentation de césarisme. Le paradoxe le poursuit. On l'accuse d'être trop froid, au moment précis où la chaleur des extrêmes commence à brûler l'Europe. Il publie, il argumente, il martèle. Dans ses textes, la France apparaît comme une maison magnifique dont les portes intérieures ne ferment plus. À chaque courant d'air, tout claque, tout s'affole, rien ne tient.
Il décrit la mécanique institutionnelle comme un moteur qui cale au premier virage, incapable de maintenir une ligne stratégique, incapable d'assumer une réforme qui fasse mal maintenant pour éviter une douleur mortelle plus tard. Et il y a dans cette critique une dureté nouvelle, presque un désespoir organisé. Ce n'est plus l'ambition du pouvoir, c'est l'angoisse d'avoir vu venir. L'image est violente. Un homme qui a passé sa vie à préparer des plans d'évacuation et qui, quand l'incendie arrive, se fait traiter d'incendiaire. Pendant ce temps, la rivalité continue, mais sous une forme plus cruelle. Briand n'est plus là, pourtant son fantôme règne. On parle encore de Genève, de conciliation, de pacte. La mémoire collective préfère le souvenir d'une promesse à la rudesse d'un diagnostic. Tardieu se heurte à cette nostalgie comme à un mur invisible. Twist silencieux. L'absence de Briand le rend plus puissant. Tant qu'il vivait, on pouvait le contester. Mort, il devient une musique de fond, impossible à interrompre sans passer pour un blasphémateur. Et Tardieu, qui n'a jamais eu le génie sentimental de l'apaisement, comprend que sa bataille est perdue sur un terrain, celui de l'émotion publique. Alors il change de registre, il ne cherche plus à séduire, il cherche à alerter. Et il se donne une contrainte intérieure, une deadline qui n'apparaît dans aucun calendrier officiel. Il se convainc qu'il reste, au mieux, quelques années avant que l'Europe bascule. Il parle comme un homme pressé dans un pays qui marche lentement. Dans ses notes, dans ses conversations, revient cette idée « décider vite ». Or, la Troisième République, structurellement, est faite pour décider tard. En 1934, la France tremble à son tour. Les émeutes, la colère, l'impression d'une corruption systémique, la brutalité de la rue. Tout semble annoncer que l'ordre intérieur lui-même peut s'effondrer. Les images sont nettes, la nuit, des cris, des charges, des pavés, et au-dessus des institutions une odeur de poudre. Pour Tardieu, c'est la confirmation d'un second danger. Non seulement l'extérieur se durcit, mais l'intérieur se fracture. Il voit la possibilité d'un double effondrement, militaire demain, politique aujourd'hui, et dans cette atmosphère, ces critiques de l'impuissance parlementaire prennent un relief inquiétant. On peut les entendre comme un appel à la réforme, ou comme une justification à la force. Il le sait. Il mesure le risque de ses propres mots. Mais il continue, parce que se taire lui semblerait pire. Le pays, lui, se polarise. Les ligues s'agitent, les partis se crispent, les slogans remplacent les dossiers. Quand le Front populaire arrive, la France bascule dans une autre intensité. Espoir social pour les uns, peur de la révolution pour les autres. Tardieu, dans ce tumulte, se retrouve de plus en plus isolé. Il n'est pas l'homme d'un camp populaire, ni l'idole d'une droite exaltée. Il est un esprit de gouvernement dans une époque qui préfère les drapeaux. Il regarde les congés payés, les occupations d'usines, la joie et l'angoisse mêlées. Et derrière ce théâtre intérieur, il voit toujours la menace extérieure qui grossit. Il y a quelque chose de tragique. La France débat de son bonheur, pendant que l'Europe aiguise des armes. À mesure que la fin des années 30 approche, la pression devient presque physique. Chaque événement international ressemble à une pièce retirée d'un rempart. Remilitarisation, annexion, ultimatum. La sensation d'étau se resserre. Tardieu a beau ne plus être au centre du jeu, il suit tout avec la précision d'un ancien chef qui n'a pas oublié les cartes. Et là surgit un nouveau twist, intime. L'homme qui a voulu un État fort se retrouve spectateur d'un État hésitant, puis d'un État qui, cherchant la paix à tout prix, risque de payer la paix par l'abdication. L'ironie est violente. On l'a accusé de dureté, et c'est la douceur diplomatique qui paraît mener à la catastrophe. Quand vient 1938 et le vertige des accords, beaucoup respirent. Tardieu, lui, n'a pas ce luxe. Il voit une respiration courte, pas une guérison. Il sait que le répit peut être une ruse du destin, quelques mois gagnés, mais à quel prix moral, à quel prix stratégique? Sa rivalité avec Briand, encore une fois, se rejoue sans Briand. L'idée de l'apaisement triomphe dans les salons, et Tardieu reste. L'homme du « je vous l'avais dit » rôle ingrat entre tous parce qu'il ne donne ni joie ni consolation. Et puis 1939 éclate comme une vitre, la guerre revient, non pas comme une surprise, mais comme une confirmation. Pour un instant, Tardieu pourrait se dire qu'il a eu raison. Mais il n'y a aucune satisfaction à avoir raison quand la facture se paie en vies humaines. Son compte à rebours s'achève dans un fracas.
La France, cette puissance qui se croyait protégée par son souvenir de 1918, va découvrir l'humiliation de 1940. Et là, pour Tardieu, c'est le point de non-retour. Ce qu'il redoutait, c'était moins une bataille perdue qu'un effondrement de régime. Une défaite qui déchire l'âme nationale. Après la débâcle, l'époque devient toxique. Les choix ne sont plus simplement difficiles, ils sont moralement corrosifs. Comme beaucoup d'hommes politiques de l'ancienne République, Tardieu se retrouve confronté à un monde où les repères se brouillent. Collaboration, résistance, attentisme, survie. Il n'est plus question de manœuvrer dans les couloirs de la Chambre, mais de tenir debout dans un pays amputé, surveillé, humilié. Et lui, l'homme des institutions, voit les institutions se dissoudre, se refondre ou se travestir. Le décor a changé. Ce n'est plus une scène parlementaire, c'est un paysage d'occupation où chaque prise de parole peut coûter, où chaque silence peut être jugé. Il se retire, en grande partie, de la vie publique active. L'énergie qu'il mettait dans les réformes se transforme en une autre forme de combat. Comprendre, témoigner, laisser une trace écrite d'une époque qui déraille. Il continue d'écrire, d'analyser, de dénoncer ce qu'il considère comme les causes profondes de l'effondrement. L'impuissance, la fragmentation, l'incapacité à choisir, mais ces mots, maintenant, circulent dans un pays qui a d'autres urgences. Rationnement, arrestation, peur quotidienne. La politique a rétréci au niveau du ventre et de la nuit. La rivalité, pourtant, ne disparaît pas. Elle change de visage une dernière fois. Son concurrent n'est plus brillant, ni même un parti, c'est le récit dominant. Celui qui explique la catastrophe en simplifiant, en cherchant des boucs émissaires confortables, en transformant la complexité en slogan. Tardieu, lui, veut un diagnostic structurel, mais un diagnostic structurel est une vérité longue. Et la France de l'occupation vit à l'heure courte. Dans ce combat entre l'explication et le mythe, il perd encore du terrain. C'est l'ultime cruauté. L'homme qui a essayé de penser l'État se retrouve englouti par l'époque où l'État est défiguré. Les années de guerre s'étirent. Tardieu vieillit dans un pays qui vieillit aussi, mais d'une vieillesse brutale, faite de privations et de honte. Il voit revenir, au fil des nouvelles, les signes de l'issue. Débarquement, libération progressive, effondrement du Reich. Et quand la France se libère, elle ne revient pas à l'avant. Elle se transforme. De Gaulle impose une autre idée de l'exécutif, une autre verticalité, une autre manière de concevoir la décision. Là se cache un twist final, presque cruel dans sa subtilité, l'une des grandes intuitions de Tardieu, la nécessité d'un pouvoir, capable de décider, finit par s'imposer, mais sans lui, et parfois contre l'image qu'on garde de lui. Comme si l'histoire lui donnait une part de raison, tout en le laissant hors champ, il meurt en 1945, à l'instant même où le monde bascule dans l'après-guerre. Date terrible, parce qu'elle ressemble à une porte qui se ferme. Il n'assiste pas vraiment à la refondation, ni à la nouvelle architecture européenne, ni au débat sur la mémoire. Il s'éteint comme un homme qui a vécu avec une horloge dans la tête, et qui, au bout du compte, n'a pas pu empêcher l'heure fatale. Son nom, dans la mémoire populaire, n'a pas la douceur d'un pacificateur, ni la grandeur spectaculaire d'un chef de guerre. Il reste entre les deux, celui qui a voulu moderniser, sécuriser, rationaliser, et qui s'est heurté à la mollesse structurelle d'un régime et à la puissance des illusions collectives. Ce qui demeure pourtant, c'est une question qui serre la gorge quand on la prononce à voix haute. Et si on l'avait écouté plus tôt? Pas parce qu'il aurait tout sauvé, aucun homme ne sauve un siècle, mais parce qu'il avait compris une chose simple et terrifiante. Les démocraties ne meurent pas seulement sous les coups de leurs ennemis, elles meurent aussi de leur lenteur, de leur confort, de leurs hésitations. Tardieu n'a pas été un héros romantique. Il a été un homme de dossier, de nerfs, de prévision. Un homme qui a vu venir l'orage et qui a passé la fin de sa vie à regarder les autres discuter de la météo, et c'est peut-être cela, son héritage le plus glaçant. Quand l'histoire accélère, la minute perdue ne revient jamais.